Bonjour à tous. La fermeture du réseau cuivre a commencé en France. Et avec elle, c'est le réseau analogique fixe qui va disparaître et aussi tous les accès Internet par ADSL. Notamment, vous allez voir, on va répondre à toutes vos questions sur cette fermeture du cuivre en France. Les premières communes ont déjà vécu cette fermeture, avec elle le premier lot d'inquiétudes. Certains parlent même de catastrophe, notamment un de mes invités en plateau. Ce sera vraiment le sujet à la une aujourd'hui de notre émission. On va s'intéresser aussi à un nouveau type de fraude et puis on va regarder du côté des NFT ce qu'il se passe. Mais d'abord, en ouverture de cette édition, je vous propose que l'on s'intéresse aux événements en hybride. Je ne sais pas si vous aimez y participer, mais on va voir si elles sont positives, ces expériences pour les entreprises qui les mènent. Ah, c'est un événement quand même historique, la fermeture du cuivre en France. Ça y est, c'est la fin des réseaux ADSL. On a des communes pionnières qui sont en train de vivre ce moment assez incroyable parce qu'il y a 20 ans, les pionniers, c'était ceux qui avaient accès à Internet par l'ADSL. Maintenant, c'est ceux qui n'ont plus accès à Internet par l'ADSL. On va répondre à toutes vos questions sur cette fermeture du cuivre qui n'est pas seulement annoncée, qui est vraiment en marche aujourd'hui avec mes invités. Philippe Legrand, président d'Infranum, Ariel Turpin, délégué général d'Avica, et Nicolas Aubé, président fondateur de Céleste. Mais d'abord, je propose que l'on écoute notre premier invité, Jean-Charles Nicolas, fondateur de Wisembly, sur les événements hybrides, avec un premier bilan, puisque ça a vraiment démarré en retour à la vie à peu près normale post-Covid-19, post-confinement. Je précise que Wisembly appartient au groupe Mediactive. C'est une plateforme technologique en fait, qui permet d'organiser ces événements de tout type, présentiel, hybride, webinaire. Est-ce que vous diriez que c'est une société d'ailleurs de l'événementiel ou de l'IT ? Alors, c'est avant tout un prestataire technique, donc plutôt de l'IT. Donc, on est au service. Il y a une complexité technologique à organiser des événements en hybride ? Ah oui, beaucoup de complexité et donc beaucoup d'outils à proposer aux organisateurs d'événements pour faciliter justement l'organisation des événements de bout en bout, de l'inscription jusqu'au jour J. Quelle technologie ça met en œuvre ? Alors, c'est plusieurs types de technologies, mais effectivement, c'est beaucoup de développement, beaucoup des plateformes, en fait, qui permettent, sur le web, d'organiser son événement. Donc, mais vous utilisez des briques technologiques déjà disponibles ? Non, Wisembly et même certains outils du groupe Mediactive, ça a été développé pour Wisembly depuis 2010 et pour le groupe Mediactive depuis pratiquement les années 2000. Donc c'est 20 ans de développement au service de l'organisation d'événements. Alors, j'ai cité cette période Covid qui a poussé tout l'événementiel à se réorganiser, à penser les événements de manière très différente. Mais enfin, on a surtout expérimenté Zoom pendant cette période de confinement. Alors au début du confinement, effectivement, comment c'était la panique. Comment vous expliquez le succès en particulier de Zoom ? Il n'y avait pas d'autres outils disponibles, en fait. Il y avait plein d'outils visio quand même qui existaient, même déjà du côté de Microsoft. Teams, c'était pas encore c'était pas Teams, mais les outils de visio existaient. Voilà, il y avait des vieux outils de visio, mais qui étaient assez chers, en fait. Donc je pense que Zoom a été le premier à démocratiser la visioconférence avec des accès étudiants gratuits. Voilà. Et alors ensuite, quand on sort de cette offre simple et gratuite, très grand public, comment est-ce qu'on fait pour expliquer aux entreprises qu'il y a des outils plus perfectionnés, qui coûtent un peu plus cher, mais que ça vaut le coup d'y aller ? Exactement, ça a été notre job. Compliqué, non ? Donc nous, on existait avant le Covid, puisqu'on développait déjà des outils pour développer l'interactivité en réunion, par exemple avec des nuages de mots, des quiz, des votes, des sondages. Donc c'est des outils digitaux qui existaient déjà. Et effectivement, il a fallu qu'on s'adapte avec le Covid pour intégrer effectivement du distanciel et donc de la visioconférence, du webinaire, de la régie vidéo. Et donc ça, on l'a fait tout. Enfin, on avait commencé un peu avant le Covid et on l'a évidemment développé très rapidement au début du Covid. Et après, on est allé présenter ça aux entreprises, effectivement, comme une alternative à faire de la visioconférence toute simple sur Zoom, non sécurisée, effectivement pas cher, mais avec des difficultés d'organisation. Et alors, des événements 100% à distance, on est passé donc à ce mode hybride. Aujourd'hui, ça représente quelle part des événements, ces événements hybrides ? Alors aujourd'hui, une part importante, parce qu'on voit du retour au présentiel. Donc toutes les entreprises ont envie de se réunir physiquement. Et donc la solution qui s'impose, c'est effectivement comment finalement
mutualiser, enfin rejoindre les deux organisations, donc les gens en télétravail, les gens à distance qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Est-ce qu'on va petit à petit et les réunions abandonner physiques. le format distanciel pour n'avoir plus que le format présentiel, ou vous pensez vraiment que l'hybride, c'est quelque chose qui va s'installer? Ah ben, l'hybride, c'est quelque chose qui s'installe. Ça, Avec quel c'est une intérêt alors? évidence, Pourquoi maintenir ce lien à distance? parce que ça, Sur des événements, sur des salons par exemple? alors ouais, sur des salons aussi, etc. Sur tout type d'événements, en fait, hein, des petites réunions, des grandes réunions, des salons, hein, tout ça est hybride. Alors, parce que ça s'adapte au mode de travail moderne, c'est-à-dire qu'on voit que le télétravail, ça devient massif. Et des économies de transport, des économies aussi carbone, Oui. donc moins de transport, et donc c'est vraiment adapté aux organisations modernes. Donc effectivement, faire revenir tout le monde en physique, c'est pas la peut-être quand solution même, non plus. en tout cas moi je l'entends du côté des organisateurs d'événements, un risque d'avoir moins de personnes qui se déplacent à partir du moment où il y a une offre en distanciel. Exactement. Après, il y a une vraie volonté, là, un retour aux événements physiques, une vraie volonté de se réunir physiquement. Donc il y a du physique. Mais effectivement, pour compléter ces réunions, pour aussi Ça se multiplier cannibalise son pas audience. selon vous, les deux? Non, ça se complémente. Ouais. Alors effectivement, par contre, il faut des outils, parce que sans digital, c'est difficile de faire de l'hybride. Et ce qui est bien aussi, c'est ce qu'on pense pouvoir proposer, c'est aussi une plateforme qui fait les deux. C'est-à-dire finalement, dans son organisation, on arrive à organiser de l'hybride. C'est le même parcours d'inscription, c'est la même promotion de l'événement sur une page web. C'est la même interactivité. Finalement, les audiences se mergent au sein de la plateforme hybride. Alors est-ce que justement on pense de la même façon l'événement sur le présentiel et la plateforme virtuelle? On pense comme la même offre? Est-ce que c'est le même programme? On doit le penser hybride. On doit le penser hybride. Alors, c'est-à-dire alors, qu'est-ce qu'on adapte? Alors, qu'est-ce qu'on adapte? C'est-à-dire que les parcours ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quand on vient à une réunion physique, on a envie d'avoir le plan d'accès. Quand on est invité à se connecter à distance, c'est plutôt comment se connecter, quelles sont les technologies qui vont être utilisées. Voilà, deux choses. Ouais. Après, par contre, on partage le même programme. On partage le même live, finalement. Et donc, c'est ça aussi. On dit, voilà, les mêmes interactivités. Donc peut-être les mêmes ateliers aussi le jour J. Donc voilà, il y a des choses différentes, peut-être des parcours différents, mais à la fin, c'est un même événement. Et vous conseillez justement d'avoir exactement le même programme, la même offre éditoriale, ou de conserver certains événements, peut-être les privilégier sur le présentiel? Alors, ça dépend vraiment du format de l'événement et des objectifs de l'événement. Et finalement, l'hybride permet de s'adapter à tout. Des salons, ça peut être aussi un hybride où il y a 2 jours de digital avant le salon et puis un salon physique. Ah oui. Ça peut être aussi ça. Ça coûte moins cher en plus, non? Ça coûte moins cher et puis ça fait de la promotion de l'événement. C'est-à-dire qu'on fait l'événement en amont, on prend des rendez-vous et tout ça. Et puis finalement, on se voit physiquement le lendemain ou la semaine suivante. Donc ça peut être aussi ces formats-là. Mais nous, on conseille quand même de le penser hybride et surtout de ne pas avoir 2 équipes d'organisation. On voit des clients faire une organisation distancielle, une organisation physique, et finalement, c'est là où ça se percute parce que ça n'a pas été pensé hybride. Et donc ça, les participants vont le ressentir parce qu'ils vont avoir l'impression que ceux qui sont connectés à distance ne vont pas vivre la même expérience que les personnes en physique. Et donc ça, on a fait une étude IFOP où on voit ça. Il y a beaucoup de retours des cadres. On a fait une étude IFOP sur 1000 cadres. Et on voit qu'il y a beaucoup de retours où finalement les gens qui sont connectés à distance ne se sentent pas impliqués de la même façon que les gens physiques. Donc moins d'interactivité, moins d'attention à l'événement que ceux qui sont présents physiquement. Et alors quel est le bilan des audiences de ces événements hybrides? Alors le bilan, c'est que effectivement, ça a été adopté. C'est-à-dire que 76% des cadres en France, c'était en mars 2022, l'étude IFOP, 76% disaient qu'ils avaient déjà participé dans les 2 dernières années à un événement hybride. 1 sur 2 avait organisé un événement hybride. Donc c'est vraiment, la pénétration est importante. Et après, dans les bénéfices, c'était le transport qui revient en premier. Donc 1 sur 2 dit c'est des économies de transport, des économies de temps. Je peux participer à plus d'événements, mon audience est plus large. Et après, le challenge le plus important, c'est l'interactivité. Effectivement, c'est-à-dire quand on est connecté à distance, parfois l'événement nous permet pas. Et on n'a pas forcément besoin d'avoir recours à des technologies de type environnement virtuel en 3D. Quand on pense Alors ça, c'est des technologies qui ont été présentées justement pendant le Covid. Où, effectivement, on a essayé de dire, finalement, quand on est connecté à distance sur un événement qui dure 3 heures,
la tension chute. Nous, on mesure ça, on a des statistiques. Donc, essayons d'être plus immersifs, donc de rentrer finalement dans des univers 3D qui représentent la marque ou qui représentent le lieu de travail, des choses comme ça. Ces investissements plus importants, est-ce que c'est nécessaire ? Alors oui, c'est nécessaire pour certains types d'événements. Quand on veut faire un événement avec un effet waouh, en donner plus, effectivement, le côté immersif apporte des choses. Après, c'est des technologies qui ont quand même un budget. Oui. Donc quand on est entre Zoom et des technologies immersives, il y a une différence de budget. Mais oui, alors c'est pas adapté à tous les événements, mais pour certains types d'événements, c'est très intéressant. Vous participez, vous organisez des événements comme ça, hybrides. Est-ce que vous avez des questions pour notre expert ? Ah oui, moi je veux bien effectivement interroger notre expert sur la diffusion de ce phénomène hybride. Est-ce que la croissance actuelle ne risque pas d'évoluer dans l'autre sens, justement, avec le retour au physique et la baisse d'attention des personnes à distance ? Ah oui, c'est ce que je disais. C'est effectivement, il y a une volonté de revenir déjà de se voir, effectivement, et on sait que quand on est en réunion physique, effectivement, l'engagement est supérieur. Donc les entreprises, elles sont conscientes de ça, et il y a une volonté à revenir au physique. Après, il faut s'adapter à la réalité du travail aujourd'hui, et on ne peut pas faire venir tout le monde. Déjà, ça coûte cher, c'est pas adapté au télétravail, donc voilà, il y a un compromis à faire entre les deux. Donc les deux vont cohabiter, vous pensez Et même ce qu'on voit aussi, c'est que les technologies du Covid sont déployés sur des événements physiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un événement physique sans une plateforme pour lancer ses invitations, pour avoir un mini-site pour présenter son événement, avoir des QR codes pour émarger à l'entrée, voilà, c'est de plus en plus adopté. Donc ça semblerait un peu old school, en fait, Philippe, de plus faire d'hybride aujourd'hui, j'ai l'impression. En tout cas, entendre Jean-Charles Nicolas de Wisambly, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est l'heure de notre talk où là, on va répondre à toutes vos questions sur la fermeture du cuivre en France. C'est la fin du réseau cuivre en France. Ça y est, on commence à fermer dans certaines communes ce qui transportait jusqu'ici le téléphone fixe analogique, les accès par ADSL et plein d'autres services auxquels on ne pense pas forcément. Avec quelles conséquences ? Comment ça se passe sur le terrain ? On va répondre à toutes vos questions grâce à nos experts autour de la table. Philippe Legrand, président d'Infranum. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc Infranum, fédération qui rassemble 220 membres industriels de la filière des infrastructures qui connecte le territoire. C'est aussi la fédération fondatrice du comité stratégique de filière infrastructure numérique. Avec vous sur ce talk, Ariel Turpin, délégué général de l'AVICA. Bonjour Ariel. L'AVICA, littéralement, donc l'association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel. C'est un peu à l'ancienne. C'est très à l'ancienne. Donc vous regroupez en fait toutes ces collectivités qui sont engagées dans le numérique, la transformation numérique de leur territoire. Et avec nous également Nicolas Aubé, président fondateur de Céleste, opérateur fibre, cloud, cybersécurité pour les entreprises. Et vous avez une annonce en plus ce matin à nous faire en plateau. Je vous laisserai nous la dévoiler. Et restez avec nous Jean-Charles Nicolas, le fondateur de Wisambly, qui nous a parlé des événements hybrides et de l'importance que cela revêt aujourd'hui. Mais je précise que vous avez passé quand même pas mal d'années dans les télécoms. Quelques années, oui. Et vous avez bien connu cette période du cuivre, de la perte de cuivre, qui nous a permis de transformer le territoire en territoire connecté. J'ai travaillé sur le premier dégroupage en France. Donc, voilà. Bon, et ben donc, changement d'époque aujourd'hui. Déjà, première question, est-ce qu'il fallait vraiment l'arrêter, ce réseau cuivre ? Est-ce qu'il y avait une urgence à fermer le réseau ? L'urgence, elle est à la fois technique, économique, mais elle est surtout dans l'encouragement de la migration du cuivre vers la fibre. Et ça, c'est un enjeu majeur pour notre société. Donc, par conséquent, avoir un planning contraignant, engageant est une très bonne chose pour le secteur. Encouragé, mais alors là, on laisse plus le choix, quand même. Mais de toute façon, en fait, il s'éteint tout seul. Alors certes, il va y avoir un aplatissement des courbes, mais aujourd'hui, si simplement la courbe des abonnements ADSL versus la courbe des abonnements cuivre continuait de la même manière, en 2026, le cuivre serait éteint naturellement. Ce que fait Orange, finalement, c'est d'accompagner, de structurer, d'organiser un mouvement et de traiter, effectivement, les derniers cas, les plus complexes, des personnes qui ne veulent pas migrer à la fibre ou qui auront des difficultés techniques, financières, pour migrer sur la fibre optique. Ouais. Donc là, vous nous dites, de toute façon, c'est un mouvement
inexorable, mais c'est pas mal de l'organiser. C'est votre point de vue également ? Oui, alors le réseau de cuivre, il a 50 ans finalement, puisqu'il a été construit massivement dans les années 70, sous la décennie avec Giscard. En fait, c'était un plan magnifique de l'industrie française qui a équipé quasiment tout le territoire en ligne téléphonique. Et puis ce réseau, il a été reconverti, il a eu une deuxième vie à partir de l'an 2000, puisqu'on a trouvé l'ADSL, et l'ADSL, ça a permis de faire passer de l'Internet sur le réseau de cuivre. Et là, c'est vrai que ce réseau va s'arrêter. Alors, oui, c'est inéluctable, c'est vrai, mais on peut regarder nos voisins. Nos voisins ne l'arrêtent pas aujourd'hui. La plupart de nos voisins européens ne l'arrêtent pas, le réseau de cuivre. Et ce qu'on constate, c'est que sur le marché des entreprises, les entreprises ne sont pas prêtes. C'est ce qu'on pense chez Céleste, un opérateur pour les entreprises. Et autant pour les particuliers, changer sa ligne de cuivre en ligne de fibre, puisque quand on parle de l'arrêt du cuivre, quelque part, ça va être la transformation en fibre. Autant changer une ligne de cuivre en ligne de fibre pour un particulier, déjà c'est un certain effort. Pour les personnes âgées, par exemple, ça va pas être si simple que ça. Mais pour les entreprises, elles ont beaucoup de lignes, en fait. Et donc, ça représente un effort important. Et on pense aujourd'hui que les entreprises ne sont pas prêtes. Alors, on va en parler de ces conséquences, mais d'abord, on a demandé aux internautes qui nous suivent de poser des questions sur cette fermeture du cuivre. Il y a Marc sur LinkedIn qui nous rappelle ADSL, mais il y a aussi ADSL 2+, l'évolution. Enfin, ce réseau, il a été fortement exploité, ce réseau du cuivre. Quels sont ces services dont on parle quand on parle de la fermeture du cuivre ? Quels sont les services qui vont être coupés ? Alors, tous les services d'accès. Tous les services d'accès, qu'ils soient grand public ou professionnels, mais il y a aussi tous les services connexes. Par exemple, on prend souvent cet exemple dans la filière des ascenseurs, qui sont maintenus par des réseaux cuivre ou des systèmes d'alarme qui sont aussi sous-tendus par cela. Donc c'est la raison pour laquelle une expérimentation était quand même nécessaire pour bien qualifier tous les besoins. On n'a pas répondu encore à toutes les questions. Je rejoins les incertitudes et la perplexité de Nicolas Aubé, même si de toute façon il est très bien de se lancer dans ce plan massivement et de répondre à toutes les questions comme ça. Et sur les services professionnels qui s'appuient sur le cuivre, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors, dans une entreprise, vous avez l'accès Internet, bien sûr. Vous avez des interconnexions entre des entrepôts, entre des sites distants. Vous avez des services, comme on a dit, pour la machine à franchir, pour les ascenseurs, pour des machines à distance. Par exemple, vous avez des entreprises qui vont relever des points isolés au fin fond de la campagne, des équipements industriels avec des lignes de cuivre, même parfois qui ne sont pas alimentés, puisque le téléphone s'auto-alimente. Je veux dire, il n'y a pas d'électricité en fait, sur ces lignes à distance. Donc, en moyenne, il y a 10 lignes par entreprise. Il y a 10 millions de lignes de cuivre qui sont en production aujourd'hui, en 2023, dans les entreprises. Donc, c'est vraiment plein de services différents. On peut, par exemple, nous, on a un client, c'est le ministère de la Justice. Eux, ils ont choisi de mettre une ligne de cuivre par bureau. Voilà, parce que pour des raisons d'indépendance, etc., il y a beaucoup d'entreprises qui choisissent de mettre un certain nombre de lignes pour équiper les bureaux. Alors, on a donc les premières communes qui ont été fermées. Quelles sont les premières leçons qu'on peut en tirer ? Ariel Turpin, sur ces 6 communes, vous avez quand même soulevé quelques inquiétudes sur la manière dont ça a été organisé. Oui, de toute façon, c'est normal. Ce sont des pilotes, donc on est là pour apprendre. Ça sert à apprendre. Donc il faut déjà se lancer pour voir ce que ça donne. Sinon, on reste sur le papier, sur la théorie. Effectivement, donc les premières difficultés qui sont arrivées très très vite, c'est les opportunistes. On pourrait appeler ça les escrocs, qui se sont servis du bruit de fond, de l'ambiance du changement pour essayer de vendre des prestations inutiles. Et on a comme ça des élus qui se sont retrouvés avec des équipements. On vous vend un raccordement fibre qui n'est pas un raccordement fibre, on se prétend envoyé par un opérateur. Voilà, on vous annonce qu'on ferme le cuivre dans votre commune et donc il faut vite qu'on vous installe parce que ça va être coupé ce soir. C'est un grand classique et ça marche toujours. C'est-à-dire qu'ils essayent sur une centaine d'appels, il va toujours y avoir 2-3 personnes qui vont accepter et vous vous retrouvez avec des appareils qui clignotent chez vous, dans votre mairie parfois, et qui servent strictement à rien et vous avez réglé ça. Voilà, donc c'était le premier enseignement, c'est qu'il y en a qui sont prêts, il y en a qui sont très prêts, c'est toute la sphère d'opportunistes. Mais au-delà de ça, dans l'ensemble, ça s'est quand même assez correctement bien passé. Modulo, on a eu des problèmes sur les activités professionnelles, on pourra y revenir certainement, sur les entreprises. Mais pour le grand public, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On bute toujours, et on l'avait prévu, sur les personnes qui ont des travaux à réaliser chez elles pour avoir la fibre optique.
et ça représente un coût. Donc là, c'est des choses. Il n'y a pas de dispositif aujourd'hui qui existe. On a aussi eu comme retour des défauts de communication. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y avait la fermeture de la télévision analogique remplacée par la TNT, il y avait des grandes campagnes de communication, absolument, les bandeaux qui défilaient sur les chaînes de télévision, et ça manque. Donc en fait, et puis on connaissait les régions, je sais pas, c'était assez clair la manière dont ça allait. Là, c'est diffus, c'est pas tellement ça, voilà, mais bon. Encore une fois, ce sont des pilotes. On espère tous qu'on va avoir cette grande structure de communication qui va faire des campagnes d'affichage, qui va donner de la matière aux élus pour pouvoir communiquer auprès de leur population. Parce qu'on travaille tous ensemble. Et suffisamment en amont. Et suffisamment en amont, et puis suffisamment adapté. On a un problème aussi, tout ce qui est connu, on jargonne. Oui. Voilà, nous sommes très à l'aise sur ces sujets-là. Et en fait, vous voyez, le titre, vous-même, vous avez parlé de la fermeture du cuivre. Mais testez la fermeture du cuivre auprès de personnes, pas forcément même des personnes âgées. Fermeture du cuivre, le réseau électrique. Enfin, pour nous, ça nous parle complètement. Et bien, juste parler de ça sur les territoires. C'est quoi la fermeture du cuivre? Simplement. Absolument. Donc, alors, on a Yannick sur Twitter qui nous demande justement comment on procède pour fermer le cuivre. Alors que cette couverture fibre, elle est assez erratique, elle est statistique, il y a des zones couvertes où tout le monde pour autant n'est pas relié à la fibre. Est-ce qu'on assume de les laisser dans l'isolement ? Alors déjà, on n'assume absolument pas de les laisser dans l'isolement, et tout à fait, tout ça est très lié avec le plan France Très Haut Débit. Donc le pendant de la fermeture du cuivre, et peut-être même le corollaire, c'est d'aller jusqu'au bout du plan France Très Haut Débit. On parle même d'enraciner le plan France Très Haut Débit, pour éviter de laisser des personnes isolées, et même si elles pourraient avoir recours effectivement à des technologies alternatives qui existent. Rappelez-vous, en décembre dernier, le ministre Jean-Noël Barrot a annoncé le fait qu'il voulait lancer un service universel du très haut débit. Oui. Ça fait quand même assez longtemps qu'on vit sans service universel. On vit bien. Toutefois, avec la fermeture du cuivre, peut-être qu'il serait temps de mettre les choses en place. Comment ça se passe ? Il y a d'abord un schéma organisationnel dont on vient de parler, avec l'implication des mairies et des préfectures. Mais il y a une fermeture d'abord commerciale, ensuite une fermeture technique, puis un démontage du réseau. C'est dans ces 3 étapes-là. Fin 2026, il n'y aura plus du tout de ligne cuivre commercialisée en France. Ça veut dire qu'on continue à vendre de la DSL ? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, et on va continuer jusqu'en 2026. Avec une fermeture progressive commerciale, puis une fermeture technique qui en général se déroule entre 6 mois et 1 an après. Et enfin, il y aura l'opération, qui est un gros chantier industriel de démontage du réseau cuivre. D'accord, mais comment ça se passe géographiquement ? Comment on planifie géographiquement cette fermeture ? Par lot, il y a 3 lots. Oui. Un premier lot expérimental sur une première série de communes. On a parlé de 210 000 prises. Après, il va y avoir un deuxième lot de 1 million, puis un troisième lot de 2,3 millions. Et là où on a une couverture à 100%? C'est quasiment, oui, quasiment 100%. On accepte quand c'est 98 et un peu plus. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait des habitants qui disent moi non, j'ai pas envie de basculer sur la fibre, ou peut-être des habitants qu'on n'arrive pas à joindre aussi? C'est vrai que c'est une des grandes difficultés, c'est pour les opérateurs, c'est pour joindre leurs clients. Je ne sais pas autour de la table qui a encore une ligne fixe. Moi, chez moi, je l'ai coupée parce qu'on est harcelé d'appels, que de la pub, d'ailleurs parfois de la pub d'opérateurs. Donc voilà, joindre le client c'est déjà la première complexité pour lui expliquer donc la migration. Et la deuxième chose, c'est ensuite, une fois qu'on a réussi à avoir son contact, que ce soit directement ou via la mairie, via une réunion communale, etc. et tout, c'est lui expliquer donc ce que ça va impliquer pour lui de migrer. Voilà, s'il a juste une ligne fixe aujourd'hui, juste le téléphone fixe, c'est possible d'avoir le téléphone fixe avec la fibre. En fait, technologiquement parlant, ça peut être transparent vraiment pour l'usager, mais c'est là où on se rend compte quand même il y a une intervention chez la personne, c'est pas simple, il faut ouvrir, il faut être là, il faut être présent, il faut ouvrir la porte à un inconnu pour qu'il vienne faire des travaux chez vous. Si les travaux prennent du retard, ce qui arrive quand même assez souvent. Oui, mais là, enfin, on n'a pas trop, ça n'a pas été trop le souci, puisqu'encore une fois, on était sur des communes qui avaient un très bon niveau de couverture en ADSL. Vraiment, là où on bute, c'est quand on veut tirer la fibre dans une habitation et que les conduites chez le particulier sont bouchés, voilà, soit on fait des travaux, soit quoi alors? On leur propose une connexion il y a des solutions mobile, alternatives. Par exemple, voilà, il y a des solutions alternatives. En attendant. L'observatoire que nous rendrons public d'ailleurs au trip de la VICA en mai prochain fait état d'un nombre très important, entre 500 000 et 1 million de foyers, qui, à l'issue du plan, ne seront pas fibrés. Ouais. Et ces gens-là, peut-être, pourraient ne plus avoir d'accès cuivre non plus. Ouais. Donc ça renvoie d'une part, évidemment, à la question du service universel, mais bien au-delà, à la question des raccordements complexes. Comment fait-on pour apporter 100%
si possible de réseaux optiques aux particuliers. Et en attendant, quelles sont les solutions technologiques, radio par exemple ou satellitaires, qui pourraient servir ces personnes-là? C'est aussi la question d'Yannick, hein, qu'est-ce qu'on fait dans les zones blanches? C'est ça. Ouais. Il n'y a pas que Bah, la on ferme fibre pas. optique, donc. Dans les zones blanches, on ne ferme pas. Les zones blanches si c'est les zones blanches de la fibre optique, on ne ferme pas. S'il n'y a pas la fibre optique, on ne ferme pas. Y compris en 2030? En 2030, j'espère que bien avant, nous aurons la fibre partout. Mais bon, Je crois qu'il faut dire quand même qu'il y a des personnes qui n'auront pas de fibre et qui n'auront plus de cuivre. Et donc ces personnes-là seront forcées de passer par le satellite ou les réseaux mobiles. Ouais. Je pense qu'il y avait dans le réseau cuivre, il y avait une obligation de service public de compléter du territoire. Partout en France où on était, on pouvait avoir sa ligne, mais avec le réseau fibre, c'est malheureusement pas le cas. Donc je pense qu'il Pour l'instant, en tout cas. faut dire la réalité. Il y aura des gens qui n'auront que le satellite comme... C'est aussi la question de Blaze hein, sur Twitter qui nous demande mais à quel horizon l'ensemble du territoire sera couvert par la fibre optique et quelles sont les alternatives? Alors, il y a déjà des zones qui sont intégralement couvertes. Alors, on a fonctionné en France par zonage. On a découpé. Voilà, il y a les zones qui sont réservées aux opérateurs. On ne va pas revenir là-dessus. Celles qui sont réservées aux collectivités. Sur certaines zones réservées aux collectivités, aujourd'hui, alors je prends le cas emblématique, la Corrèze. On ne va pas chercher d'un département d'Île-de-France. Voilà, donc, la Corrèze, toute la zone rurale de la Corrèze, aujourd'hui, à 5 exceptions près. Donc, il n'y a que 5 immeubles habitations qui n'ont pas voulu de la fibre. Sinon, toute la zone rurale de la Corrèze, aujourd'hui, est intégralement raccordable. Y compris si vous êtes agriculteur et que vous voulez fibrer votre stabulation, vous pouvez donc avoir un accès fibre. Si vous allez sur Tulle ou sur Brive-la-Gaillarde, en zone privée, ça devient autrement plus compliqué parce que là, vous rencontrez encore des personnes qui n'ont pas la fibre. Sur la complémentarité d'autres technologies, on avance un peu là-dessus? Oui, il y aura toujours. Il y a toujours eu dans toute l'histoire des télécoms et depuis toujours des gens qui on a beaucoup hésité, on a eu la boucle locale radio, ouais. Oui, non. Voilà, bon. c'est ça. La boucle locale radio devrait avoir une seconde vie, très probablement à partir de 2025. On se rendra compte qu'il faudra bien apporter quelque chose à ces gens-là. Donc j'en suis à peu près certain. Ça va bouger là-dessus. Ok. Alors Nicolas Aubé, donc vous nous annoncez une catastrophe pour les entreprises. Oui, je pense qu'il faut parler des entreprises parce que c'est un peu les oubliés. Et j'ai pas envie que les entreprises soient les oubliés de la révolution numérique. Pendant longtemps, les entreprises, même au début de la DSL, on s'est rendu compte que les entreprises étaient en périphérie des villes. Et elles n'avaient pas la DSL ou elles avaient un ADSL très, très faible. Donc là, j'ai pas envie que ça recommence et que les entreprises soient à nouveau les oubliés de la révolution numérique. Parce que les entreprises, finalement, il n'y en a que 50% qui sont passés à la fibre. Donc, il en reste encore 50% à migrer. Et donc, Céleste, on est un opérateur pour les entreprises. On fait ça toute la journée. Donc, c'est on essaie de convaincre les entreprises de passer à la fibre. Donc, ça, c'est une première chose. Mais une fois qu'elles sont passées à la fibre, le fait d'arrêter le cuivre, c'est encore une autre étape, puisqu'il faut migrer toutes les lignes de cuivre qui restent. Et nous avons nous avons essayé de chiffrer le coût pour les entreprises en termes d'organisation, en termes de temps de travail, et nous pensons que ça va coûter 15 milliards d'euros aux entreprises l'arrêt du cuivre. C'est-à-dire que le fait de transformer toutes ces lignes dont on a parlé, les lignes qui servent à des équipements, qui servent à des machines, de transformer tout ça en la fibre, ça va coûter en termes d'organisation 15 milliards d'euros aux entreprises. Aujourd'hui, le responsable de cette fermeture du réseau cuivre, c'est Orange. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'évidemment, on a invité Orange à participer à ce talk, mais ils n'ont pas répondu à notre invitation. On a aussi proposé à la Fédération française des télécoms, à l'ARCEP, mais on a tous à chaque fois dit non, c'est Orange. Bon, Orange n'est pas là. Mais est-ce que vous avez eu des réponses d'Orange sur le coût que ça représenterait pour les entreprises ? Non. Et il y a effectivement un coût du réseau cuivre actuel, un coût d'entretien qui est réel. Donc on comprend il va falloir faire une transition. Mais notre message, c'est de dire que il faut informer les entreprises. Elles ne sont pas informées aujourd'hui. Je pense que les entreprises ont compris que la téléphonie traditionnelle sur des lignes de cuivre s'arrête, mais elles n'ont pas encore compris que la DSL s'arrête. Ça, c'est nouveau. Ouais. Oui, menace ou opportunité. Effectivement, il faut voir ça déjà comme un investissement productif pour une entreprise, parce qu'il y a énormément d'avantages. Le marché entreprise souffre d'un double paradoxe en France. D'abord, nous avons la meilleure infrastructure d'Europe, mais de très loin. Nous sommes largement en avance, et pour autant, nous avons la diffusion du numérique dans les entreprises qui nous situe au 11e rang européen. Le dernier classement DSI nous met 11e.
la diffusion du numérique, comme le rappelait Nicolas Aubé, n'est pas une réalité aujourd'hui dans les entreprises. Premier paradoxe. Deuxième paradoxe, nous avons un marché entreprise finalement très riche, avec 1000 opérateurs qui fournissent et proposent leurs services à leurs clients, mais seulement 3 ou 4 d'entre eux qui concentrent plus de 90% des parts de marché. Deuxième paradoxe, la fermeture du cuivre, c'est une nouvelle chance, une nouvelle donne pour la compétitivité du marché entreprise en France, et il faut s'en saisir. Nous aussi, on fait notre baromètre IFOP chaque année avec Covage sur la diffusion du très haut débit dans les entreprises. 50% des entreprises qui passent à la fibre manifestent leur souhait de pouvoir remettre en concurrence leur opérateur. C'est déjà, je veux dire, c'est bien, et puis ça permet, et ça tire tout le monde vers le haut. En plus, ça drive l'innovation et ça permet au marché d'être un peu plus dynamique, même si on est quand même bien servi. Je pense quand même qu'il y a un plan à côté du plan de fermeture du cuivre, qui est un plan d'accompagnement des entreprises. C'est l'une des 30 propositions insatisfaites que nous avions formulées à l'occasion des élections présidentielles. La moitié d'entre elles ont été satisfaites, mais l'une de celles qui n'ont pas été satisfaites, c'est celle de dire qu'il faut encourager les entreprises à passer à l'ère du numérique. Et ça, je pense qu'un plan national de communication et de formation serait bienvenu. Ariel Turpin, comment ça se passe sur le terrain entre les différents intervenants sur ce projet? Parce qu'on dit que c'est Orange qui est responsable, mais ce n'est pas Orange tout seul qui fait le travail. Ah oui, de toute façon, soyons clairs, en première ligne, ce sont les élus locaux. Ouais. Si ça se passe mal, ou même si c'est les élus qui sont en première ligne. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on s'est très tôt mobilisé, Région de France, Département de France, l'AMF, la VICA. Nous sommes tous mis ensemble pour structurer notre réponse et dire on est d'accord sous conditions pour accompagner et suivre le mouvement. Vous avez une cellule chez Orange avec qui vous pouvez discuter? Nous discutons vraiment bien. Nous ne sommes pas toujours d'accord, mais nous discutons vraiment bien. Le lien est là, l'échange est là, et dans l'ensemble, on converge à 90-95%. Les 5-10% qui bloquent sont toujours un petit peu embêtants, mais c'est normal, on est au début de l'histoire. En fait, il y a un grand absent aujourd'hui, encore une fois, c'est l'État, au travers d'une structure de communication, comme il y avait eu, je reviens à mon exemple de la TNT, il y avait eu un GIP, donc on peut faire d'autres formes, hein, bien évidemment, mais il y a une structure nationale avec la Marianne qui explique, qui donne le là, qui donne le mouvement, etc. Donc là, est-ce que c'est pas le rôle de l'ARCEP, ça? Ah non, l'ARCEP est là pour réguler, s'assurer qu'il y ait ce qui se fait. Et c'est un gendarme, c'est pas celui qui définit la loi, c'est pas celui qui définit la communication. Il faudrait leur demander, mais... Tout le monde a... Je pense que c'est un peu collectif. Plutôt que de créer une structure ad hoc, on peut peut-être s'appuyer déjà sur l'existant. Oui, mais l'ARCEP n'est pas une structure de communication pour assurer le plan de fermeture d'un opérateur privé. Oui, mais là on est sur un sujet national. Bien évidemment, encore une fois, et un sujet national qui est presque bien public. Ouais. Mais qui a payé le réseau de cuivre? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà. Le réseau de cuivre, c'est les usagers, les abonnés, nos parents, peut-être nos grands-parents, qui ont payé les lignes de cuivre avec leur abonnement. Quelque part, ça appartient aux Français. Sur le débat de la propriété, celui-là, bon, je me permettrai de peut-être ne pas me prononcer là-dessus. En tout cas, une chose est sûre, et c'est le souhait de tous, y compris d'Orange. Ça n'est pas le plan d'Orange, ça doit être le plan de tous. Ouais. Ariel a parlé de la nécessaire communication, elle est existante dans les préfectures. Elle n'existe pas, par exemple, avec les syndicats mixtes d'aménagement numérique du territoire, qui sont des interlocuteurs privilégiés pour ça. On ne réussira pas le chantier du plan cuivre avec un objectif aussi ambitieux, qui est celui de la fermeture totale technique en 2030. C'est un objectif extrêmement ambitieux. On ne réussira pas si tout le monde n'est pas partie prenante, l'ARCEP, le gouvernement, les collectivités, bien entendu, et l'ensemble des opérateurs. Et donc, vous aviez une annonce, c'est la fin de notre talk. Je voulais que vous annonciez votre initiative. Nous sortons une plateforme d'information sur l'arrêt du cuivre qui s'appelle www.arrêtducuivre.fr, qui va présenter pour les entreprises en fait, la date de l'arrêt du cuivre dans leur entreprise, et puis aussi qui va permettre de chercher toutes les lignes qu'elles ont et de trouver des solutions pour remplacer ce qu'elles ont, parce que c'est pas une seule ligne, c'est plusieurs lignes qu'il va falloir remplacer. Donc vous créez un centre d'information sur l'arrêt du cuivre pour les entreprises. Exactement. Donc vous allez compiler toutes les données disponibles. Exactement, on va essayer de l'enrichir, de compiler toutes les données, donc vraiment sur le marché entreprise, et d'informer. Ça va être une plateforme ouverte, tout le monde pourra apporter son lot d'informations. Oui. Et ça démarre quand? Elle ouvre quand? Aujourd'hui. Eh bien super, merci beaucoup. Merci Ariel Turpin de la VICA, merci à Philippe Legrand d'Infranum et merci Nicolas Aubé de Céleste. Jean-Charles Nicolas de Wiseambly, merci également. Juste après la pause, on se retrouve pour parler d'une nouvelle fraude, nouvelle Eldorado pour les cybercriminels.
Deuxième partie de l'émission Smart Tech, votre quotidienne sur le numérique et les technologies. C'est l'heure de notre rendez-vous avec ce nouveau type d'arnaque, cette fraude aux faux banquiers dont va nous parler Hervé Lejouan, qui est advisor. Sont restés déjà avec moi en plateau, je vous le précise, Jean-Charles Nicolas, fondateur de Wiseambly, Philippe Legrand, président d'Infranu, Marielle Turpin, le délégué général de l'Avica, et Nicolas Aubé, président fondateur de Céleste. Merci beaucoup, messieurs. On a répondu à vos questions sur le cuivre. Maintenant, on va répondre à vos questions sur cette fraude. Hervé, déjà, en quoi consiste cette fraude aux faux banquiers? Comment ça s'articule? Alors écoutez, bonjour Delphine déjà. Alors, ça s'articule comme son nom l'indique. En fait, c'est un moyen et ça se passe par téléphone de se faire passer pour votre banque et donc votre banquier par des individus afin de vous soutirer de l'argent et au final de vous faire effectuer un virement à partir de votre compte sur un compte tiers. Alors il y a plusieurs techniques qui sont utilisées par les fraudeurs, qui sont de plus en plus professionnels. Je vais vous en citer deux. La première technique, c'est de vous envoyer un SMS ou un email qui va vous alerter sur potentiellement le fait que vous n'avez pas mis à jour, vous devez mettre à jour vos mots de passe sur votre compte en banque, ou alors votre vignette critère, ça c'est un des derniers points, votre vignette critère, vous devez absolument l'acheter parce que c'est la loi qui vous l'oblige. À partir de ce moment-là, il y a un lien généralement dans cet email ou ce SMS, et vous allez cliquer sur le lien, arriver sur un site absolument professionnel, et sur ce site, vous allez effectuer, dans le cas de la vignette critère, l'achat de cette vignette pour quelques euros, mais bien sûr, vous allez laisser votre numéro de carte de crédit. Et ce numéro de carte de crédit, ils vont l'exploiter pour vous soutirer un peu plus d'argent que les 3,90 €, mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'au final, quelques jours après, c'est là qu'intervient le faux banquier. Vous allez recevoir un appel de votre banque et quelquefois même via le numéro qui vous est familier de votre banque. Et là, vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire « Ah mais écoutez, on a constaté des mouvements frauduleux suspects sur votre compte ». Alors effectivement, vous vous dites « Ah bon ?» Et donc, il vous invite à vous connecter en temps réel. Il vous parle comme votre banquier, très professionnellement, il connaît parfaitement l'application. Il va vous inviter à vous connecter dans votre espace et à constater par vous-même effectivement qu'il y a des mouvements frauduleux. Et là, vous commencez à paniquer, bien entendu, parce que tout ça se passe, ça va très vite. Et il vous fait part du fait que vous allez potentiellement vous faire vider votre compte en banque dans les tout prochains jours. Donc, il faut agir vite. Et agir vite, c'est quoi? C'est de faire un virement sur un compte soi-disant sécurisé de votre banque qui vous permet de sauvegarder vos fonds pendant le temps que la banque s'occupe des fraudeurs. Et là, encore une fois, sous l'effet de la panique, il y a beaucoup de personnes qui vont effectuer ce virement, c'est-à-dire elles vont créer un nouveau bénéficiaire et elles vont effectuer un virement qui va vider leur compte en banque. Donc ça, c'est un moyen. L'autre moyen, effectivement, qui est aussi utilisé, c'est que vous recherchez un prêt sur Internet parce que vous avez un bien immobilier à acheter ou un bien de consommation à acheter. Et bien entendu, dans les temps qui courent, la hausse des taux fait que vous êtes attentif à cela. Et puis, vous allez tomber sur une proposition qui vous paraît alléchante parce qu'elle est dans l'espace économique européen, que des fois, il y a des taux qui sont inférieurs dans certains pays. Et vous allez cliquer sur un lien, arriver sur un site potentiellement qui, encore une fois, est très professionnel, où on vous demande de faire une demande de prêt. Vous pouvez effectuer, on vous propose un taux a priori très avantageux. Vous remplissez tous ces documents. Donc, c'est une situation tout à fait normale. Et encore une fois, quelques jours après, vous allez recevoir un appel du dit banquier, parce que c'est une banque qui s'est présentée. Et là, malheureusement, ce n'est pas un vrai banquier. Donc, il va vous continuer, il va pareil, très professionnellement vous faire parler, vous faire échanger des documents, vous faire signer des documents, et jusqu'au moment où vous allez devoir signer l'offre de prêt. Et là, il va vous dire, avant de la signer, ce qu'il faudrait faire, c'est effectivement faire un virement le dépôt de garantie, qui est généralement lié à un achat, sur notre compte en banque. Et là, c'est pareil, dépôt de garantie, vous faites un virement instantané, nouveau bénéficiaire, et ça peut chiffrer en centaines de milliers d'euros. Il y a eu des exemples récemment, que ce soit en Europe, en France ou aux États-Unis, où des gens viraient jusqu'à 250 000, voire 300 000 euros ou 300 000 $. Donc voilà ce type de fraude. Dans le cas où on est victime de ce type d'arnaque, est-ce qu'on peut se faire rembourser ? Alors justement, c'est là où il y a un problème. Malheureusement, non. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que contrairement à la carte de crédit, quand vous vous faites voler votre carte de crédit, des achats vont être effectués à votre insu. Donc déjà, vous pouvez bloquer la carte de crédit. Et comme les achats sont effectués à votre insu, vous n'avez pas donné votre consentement pour faire ces achats. Vous pouvez le prouver. Alors généralement, il y a quand même un peu de vérification. Mais vous allez vous faire rembourser. Dans le cas où vous déclarez un nouveau bénéficiaire et que vous faites un virement vers un compte en banque,
vous avez donné votre consentement. C'est comme si, effectivement, moi j'effectuais un virement vers que ce soit un de mes amis parce que je veux l'aider ou un de mes enfants. Ouais. Donc là, vous créez Donc, un on est bénéficiaire, responsable. vous virez votre argent. Et Vous êtes responsable. Ouais. Merci beaucoup Hervé Lejoin. Important d'alerter sur ce type d'arnaque parce que derrière, il n'y a pas de recours possible. Je n'ai pas le temps de vous faire réagir, messieurs. Je sais que ça vous a beaucoup intéressé également. Merci beaucoup Hervé Lejoin. À suivre dans Smart Tech, notre chronique au Valo-Web. Eva va nous parler d'une collection de NFT qui ne veut pas dire son nom. Ne dites à personne qu'il s'agit de NFT. Les scandales, les arnaques et les procès en volatilité auront eu raison de la réputation des NFT. À l'instar de Voldemort dans Harry Potter, mieux vaut donc ne pas prononcer son nom. C'est le pari qu'a fait Globe Entertainment and Media. Elle possède des archives photos du milieu musical parmi les plus célèbres du monde, comme les Beatles ou Jimi Hendrix. Et elle lance donc non pas une nouvelle collection de NFT, mais de certificats d'authenticité numérique ou DCAO, une collection autour d'un des plus grands groupes de rock de tous les temps, The Rolling Stones. Elle s'est associée avec OneOf, une entreprise spécialiste des solutions blockchain. C'est une série de 40 photos sous forme de diapositives qui mettent en scène différents moments de vie du groupe mythique sur la période 1960-1990. Et ces photos sont adossées bien sûr à un NFT, mais attention, le mot NFT, lui, n'apparaît pas. Et ça, c'est grâce à la société ArtTrust. Elle a développé un système de QR code qui reprend la technologie NFT. Il suffit de flasher avec son smartphone pour être redirigé vers une plateforme. Et ArtTrust est capable d'expliquer sur toute une page le fonctionnement de son système sans jamais utiliser le mot blockchain ni NFT. Alors, faut-il changer de nom pour faire accepter les NFT au grand public? La tendance semble être celle-là, car ce n'est pas la première ni la dernière entreprise à s'éloigner, du moins dans la communication du secteur des cryptos et des NFT, pour gagner en crédibilité. La com, c'est compliqué. Merci beaucoup, chers invités. Jean-Charles Nicolas, fondateur de Wisembly, Ariel Turpin, délégué général d'Avica, Philippe Legrand, président d'Infranum, et Nicolas Aubé, président fondateur de Céleste. Vous étiez avec moi pour répondre aux questions sur la fermeture du cuivre. C'était Smart Tech. Merci beaucoup pour vos questions sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain avec de nouveaux sujets, de nouvelles discussions sur la tech.